Perdue dans la ville fantôme de Pripyat, une bibliothécaire spécialiste des livres rares se retrouve seule après un accident. L'horloge du temps s'est arrêtée ici, mais pas la décomposition. Armée de sa connaissance unique de la dégradation du papier et de l'encre, elle doit lire l'histoire silencieuse de l'abandon pour trouver un chemin vers la vie. Chaque livre jauni, chaque journal oublié devient une page de sa propre carte de survie. Si vous aimez les récits de survie où la connaissance est la seule arme, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Pour la plupart des gens, Pripyat était un mémorial macabre, une cicatrice béante sur la conscience du monde, un avertissement silencieux contre l'arrogance de l'homme. Pour le docteur Elara Vance, c'était une bibliothèque. Pas une bibliothèque de mots et d'histoires soigneusement cataloguées, mais une bibliothèque du temps lui-même, une archive vivante de la décomposition. Spécialiste de renommée mondiale en conservation de livres rares et en analyse de la dégradation des matériaux organiques, elle voyait la zone d'exclusion de Tchernobyl non pas comme un lieu de mort, mais comme le plus grand et le plus fascinant laboratoire à ciel ouvert de la planète. Ici, le temps n'était pas une abstraction linéaire. Il était une force visible, une entité tangible qui rongeait le béton, dévorait la peinture, faisait fleurir la rouille sur l'acier, et surtout, digérait lentement, inexorablement, les millions de pages abandonnées dans les appartements, les écoles, les hôpitaux et les bureaux de la ville fantôme. Elle était ici dans le cadre d'une petite expédition scientifique officiellement autorisée, un groupe hétéroclite de 4 chercheurs venus étudier les effets à long terme des radiations sur divers matériaux. Alors que ses collègues, David le métallurgiste et Anna la chimiste des polymères, se concentraient sur la corrosion des métaux et la dégradation des plastiques, Elara, elle, était venue pour le papier. Elle voulait comprendre comment les livres mouraient. Elle voulait lire leur agonie, déchiffrer le langage de leur lente dissolution. La journée avait été d'une richesse scientifique et émotionnelle inouïe. Équipée de sa combinaison de protection Tyvek blanche, de son masque respiratoire FFP3 et de son dosimètre qui cliquetait doucement, elle avait exploré un ancien jardin d'enfants, le soleil. C'était une capsule temporelle d'une tristesse poignante. Des poupées démembrées gisaient sur des lits métalliques rouillés, leurs yeux de verre fixant le plafond effondré. Et partout, il y avait du papier. Des cahiers d'écoliers, encore ouverts sur des tables minuscules, étaient devenus des objets d'une beauté tragique. L'encre des lettres maladroites de l'alphabet cyrillique s'était estompée, les couleurs vives des dessins d'enfants s'étaient transformées en des teintes pastel fantomatiques sous l'effet des radiations et de l'humidité. Le papier lui-même était devenu fragile, presque translucide, ses fibres de cellulose se désagrégeant sous l'effet combiné de l'hydrolyse acide, de l'activité microbienne et du bombardement constant des particules invisibles. Pour elle, chaque page était une donnée, chaque tache de moisissure un indice, chaque livre un patient dont elle étudiait la lente décomposition. Elle prélevait des échantillons avec une délicatesse infinie, les plaçant dans des sacs scellés, son esprit déjà en train de formuler des hypothèses sur les catalyseurs de dégradation dans cet environnement unique. L'accident survint en fin d'après-midi, alors que le soleil bas projetait de longues ombres inquiétantes à travers les fenêtres brisées. Ils exploraient le sous-sol d'un immeuble d'habitation de 16 étages, une de ces barres de béton emblématiques de l'ère soviétique. C'était une zone normalement interdite, mais leur guide local, un stalker expérimenté nommé Yuri, un homme taciturne au visage buriné par les vents de la zone, avait jugé l'endroit relativement sûr. Elara était complètement absorbée par la découverte d'une caisse en bois remplie de journaux de 1986, des exemplaires de la Pravda et de l'Izvestia parfaitement conservés dans l'environnement frais et sec du sous-sol. C'était une mine d'or pour ses recherches, un échantillon de contrôle presque parfait. C'est alors qu'ils entendirent un craquement sinistre au-dessus d'eux, un son profond et sec qui sembla faire vibrer l'air. Yuri, dont les instincts étaient affûtés par des années de survie dans la zone, leva la tête et hurla quelque chose en ukrainien, un avertissement guttural. Mais il était trop tard. Le sol en béton du rez-de-chaussée, fragilisé par des décennies de cycles de gel et de dégel et par les infiltrations d'eau, céda. Une section entière du plafond s'effondra dans un nuage de poussière de ciment et un fracas assourdissant. Elara fut projetée en arrière par l'onde de choc, sa tête heurtant violemment un mur en béton. Elle sentit une douleur fulgurante, vit une explosion d'étoiles blanches derrière ses paupières, puis plus rien. L'obscurité. Le retour à la conscience fut lent, douloureux, une remontée pénible depuis les profondeurs d'un océan noir et sans fond. La première chose qu'Elara perçut fut le silence. Un silence total, absolu, comme celui d'une chambre anéchoïque, un silence si profond qu'il semblait d'avoir une présence physique. Le silence de la tombe. Puis vint la douleur, une pulsation lancinante et sourde à l'arrière de sa tête et une douleur aiguë dans son épaule gauche, qui irradiait dans tout son bras. Elle essaya de bouger, mais son corps était lourd, engourdi, refusant d'obéir. Elle ouvrit les yeux, mais cela ne fit aucune différence. L'obscurité était totale, impénétrable. La panique, froide et reptilienne, commença à s'insinuer en elle, remontant le long de sa colonne vertébrale. Elle appela ses compagnons. « Yuri !
David. Anna. Sa voix un croassement rauque et faible qui semblait être absorbé par les ténèbres avant même d'avoir quitté ses lèvres. Aucune réponse. Le silence lui renvoya seulement l'écho de sa propre peur. Elle se força à se calmer, à respirer, à analyser. Elle était une scientifique. La panique était l'ennemi de l'analyse, une réaction chimique qui brouillait le jugement. Elle utilisa les techniques de respiration qu'elle avait apprises pour gérer le stress de la manipulation de documents d'une valeur inestimable. Inspirer. Expirer. Lentement. Elle fit un bilan de sa situation. Elle était vivante. Blessée, mais vivante. Elle était seule. Et elle était piégée. Elle se souvint de l'effondrement, du bruit, de la poussière. Le sous-sol. Elle comprit que l'entrée principale, l'escalier par lequel ils étaient descendus, avait dû être complètement bloqué par les tonnes de décombres. Elle était emmurée. Elle passa ce qui lui parut des heures à explorer son environnement immédiat à tâtons, se déplaçant avec une lenteur infinie. Le sol était un chaos de béton brisé, de terre humide et de fragments de métal tordus. L'air était lourd, saturé de l'odeur de la poussière de ciment, de la moisissure et de cette odeur métallique subtile et inquiétante de la radiation. Son dosimètre, qui aurait pu lui donner une indication vitale sur le niveau de danger, était perdu, probablement arraché lors de sa chute. Elle trouva enfin un mur intact et le suivit, une main glissant sur la surface froide et rugueuse, jusqu'à ce qu'elle ait fait le tour de sa prison. C'était une petite pièce, probablement une ancienne cave de stockage d'environ 4 mètres sur 5. L'effondrement avait scellé la seule issue. Un sentiment de désespoir absolu la submergea, une vague si puissante qu'elle la laissa sans souffle. Elle allait mourir ici, dans le noir, une note de bas de page oubliée dans la tragédie de Tchernobyl, son corps ne serait jamais retrouvé. Elle se laissa glisser le long du mur, s'asseyant sur le sol froid, et pour la première fois depuis des années, elle pleura. Des larmes silencieuses de peur et de solitude qui traçaient des sillons propres sur ses joues couvertes de poussière. C'est alors que sa main, cherchant un appui sur le sol, rencontra quelque chose de différent. Pas la dureté de la roche ou du béton, mais une texture plus douce, familière. Du papier. C'était la caisse de journaux qu'elle examinait avant l'accident. Elle avait dû être projetée avec elle. Les journaux s'étaient répandus sur le sol. Elle en prit une feuille, ses doigts experts reconnaissant instantanément la texture du papier journal, sa fragilité, son odeur caractéristique de lignine en décomposition. Et dans ce simple contact, une étincelle d'espoir, faible mais tenace, s'alluma dans son esprit. Le papier était son domaine. C'était son langage. Il lui avait raconté l'histoire des siècles passés. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il lui parler maintenant, même dans cette obscurité totale. Elle ne le savait pas encore, mais sa bibliothèque de la mort allait devenir sa carte vers la vie. Les jours suivants, ou peut-être n'était-ce qu'un seul long jour ininterrompu, une nuit sans fin, furent une leçon d'adaptation sensorielle. Privée de la vue, son principal outil de travail, Elara dut réapprendre le monde à travers ses autres sens, qui s'aiguisèrent à un degré qu'elle n'aurait jamais cru possible. Son ouïe devint si fine qu'elle pouvait entendre le mouvement des insectes dans les murs et le lent goutte-à-goutte de l'eau qui, après une recherche patiente, lui permit de trouver une source d'hydratation précaire, une fissure dans un tuyau rouillé. Mais c'est son sens du toucher qui devint son principal outil d'analyse, sa fenêtre sur le monde, son microscope et son télescope. Elle passa des heures à lire les journaux éparpillés sur le sol. Pour un non-initié, ce n'était qu'un tas de vieux papiers. Pour elle, c'était une archive de données environnementales, un enregistrement passif de plus de 30 ans de conditions microclimatiques. Ses doigts, entraînés par des années de manipulation de manuscrits fragiles du Moyen-Âge, pouvaient détecter les moindres variations dans la texture du papier. Elle pouvait sentir le degré de fragilité, un indicateur de l'exposition à l'acidité et à l'oxydation. Elle pouvait sentir la présence de moisissures, même invisibles, par la texture légèrement veloutée et cotonneuse qu'elle laissait sur les fibres de cellulose. Elle pouvait même estimer le taux d'humidité ambiant par la souplesse ou la rigidité des feuilles. Elle commença à comprendre son environnement. Le sous-sol était relativement sec et frais, ce qui avait ralenti le processus de décomposition. C'était une bonne nouvelle. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester ici. L'air, bien que renouvelé par une source inconnue, finirait par se vicier. Elle devait trouver une sortie. Elle se mit à chercher une faiblesse dans sa prison. Elle explora chaque centimètre carré des murs, tapotant, écoutant, sentant. Elle découvrit enfin une section où le mur de briques semblait moins solide, où le mortier, de moins bonne qualité, s'effritait plus facilement sous la pression de son ongle. Derrière, elle pouvait sentir un très léger courant d'air, un souffle presque imperceptible. C'était sa chance. Utilisant un morceau de métal tordu qu'elle avait trouvé dans les décombres, probablement un morceau d'armature, elle commença à gratter le mortier, un travail lent, épuisant et fastidieux.
Ses mains, déjà meurtries, devinrent à vif, mais elle ignora la douleur, concentrée sur le son de la brique qui se décellait. Brique par brique, elle créa une petite ouverture, juste assez grande pour qu'elle puisse se glisser à travers. Elle déboucha dans un autre tunnel de service, tout aussi sombre, mais où l'air était nettement plus frais, le courant d'air plus sensible. Elle était sortie de sa cellule initiale, mais elle était maintenant perdue dans le labyrinthe de la ville souterraine. C'est là que sa véritable expertise entra en jeu. Elle comprit que chaque appartement, chaque bureau, chaque école de Pripyat était une capsule temporelle, une expérience de décomposition unique. Et le papier abandonné à l'intérieur était le témoin silencieux de cette décomposition. Elle se mit en quête de ces témoins. Elle trouva un escalier et monta péniblement, sa cheville protestant à chaque pas, jusqu'au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Elle entra dans le premier appartement, un monde de silence et de poussière. Et elle commença à lire, non pas avec ses yeux, mais avec ses mains. Chaque appartement était une bibliothèque unique, une archive de l'abandon, un microcosme de décomposition. Et Lara se déplaçait dans l'obscurité, ses mains balayant les surfaces, à la recherche de ces précieux indices, des livres, des magazines, des journaux, des lettres, des calendriers. Chaque pièce de papier était une capsule temporelle qui lui racontait une histoire non pas par ses mots, mais par son état physique, sa texture, sa fragilité. Dans un appartement dont les fenêtres étaient brisées et exposées aux éléments, elle trouva un livre de poésie russe posé sur une table. Ses doigts détectèrent immédiatement les signes d'une dégradation rapide et agressive. Le papier était gonflé, déformé par l'humidité, ses pages collées les unes aux autres en un bloc solide. La texture était molle, presque spongieuse. La moisissure avait créé des taches sombres et veloutées qu'elle pouvait sentir distinctement, et une odeur âcre de moisi flottait dans l'air. L'encre, probablement à base d'eau, avait pâli et s'était diffusée, créant des halos flous autour des lettres, rendant le texte illisible même si elle avait pu le voir. Cet appartement, elle le conclut, était une voie sans issue, une zone de décomposition rapide, probablement une impasse pour les courants d'air et un piège à humidité. Elle marqua mentalement ce lieu comme dangereux. Dans un autre appartement, au contraire, dont les fenêtres étaient miraculeusement intactes, elle trouva une pile de journaux dans un placard fermé. Ici, le papier était remarquablement bien conservé. Il était sec, cassant, jauni par l'acidification interne de la lignine, mais pas humide. La dégradation était lente, un vieillissement naturel à l'abri des agressions extérieures. Cet endroit était protégé, stable. Mais l'air y était stagnant. Ce n'était pas non plus une voie de sortie. Elle commença à développer une méthodologie. Elle ne se contentait pas d'évaluer l'état du papier. Elle le comparait. Elle savait que tous les livres et journaux imprimés en Union soviétique en 1986 avaient commencé leur voyage dans le temps à partir du même point, avec la même composition chimique de base. Les différences dans leur état actuel étaient donc une mesure directe des conditions environnementales qu'ils avaient subies pendant plus de 30 ans. Elle pouvait littéralement cartographier les microclimats de la ville fantôme. Elle apprit à distinguer les dommages causés par l'eau, ramollissement, moisissure, de ceux causés par la sécheresse, fragilité, cassure. Elle pouvait sentir les effets de la lumière, le jaunissement et la fragilisation des fibres, de ceux de l'obscurité, conservation relative. Elle pouvait même sentir la présence de certains polluants dans l'air par la manière dont ils avaient affecté la composition chimique du papier, laissant une texture légèrement grasse ou une odeur métallique subtile. Mais sa découverte la plus cruciale fut lorsqu'elle commença à analyser la poussière et les débris qui recouvraient les livres. Dans la plupart des appartements, la couche de poussière était uniforme, épaisse, intacte, comme un linceul de temps ininterrompu. Un signe que personne n'était venu ici depuis des décennies. Mais dans un couloir du 3e étage d'un autre bâtiment, elle trouva un livre tombé par terre, ouvert. La couche de poussière sur le sol était épaisse, mais sur le livre lui-même, elle était plus fine, presque absente. Et surtout, il y avait une ombre de poussière sur le sol, une zone de la forme du livre où la poussière était nettement moins épaisse, indiquant que le livre avait été à un autre endroit et avait été déplacé récemment, après que la majeure partie de la poussière se soit accumulée. Quelqu'un était passé par là. Un animal. Possible, mais peu probable qu'il déplace un livre de cette manière. C'était une trace humaine. Une piste. La découverte de l'empreinte de poussière changea radicalement la nature de sa recherche. Elle n'était plus seulement en train de cartographier l'environnement pour trouver une sortie théorique. Elle était maintenant sur une piste laissée par d'autres êtres humains. Elle commença à chercher activement des signes de perturbations récentes, des anomalies dans la chronologie de la décomposition. Elle devint une détective du temps, une archéologue de l'abandon récent. Elle suivit le couloir, ses mains balayant le sol, les murs, les meubles avec une nouvelle intensité. Elle trouva d'autres signes. Une porte entr'ouverte qui grinçait légèrement, indiquant qu'elle avait été ouverte récemment et n'avait pas eu le temps de rouiller dans cette position.
Un morceau de plâtre fraîchement tombé du plafond, probablement délogé par les vibrations des pas de quelqu'un. Et surtout, d'autres livres et papiers déplacés. Elle développa une nouvelle compétence, la lecture comparative de la dégradation. Elle trouvait 2 journaux identiques, datés du même jour, dans 2 pièces différentes. L'un, dans un coin non perturbé, était dans un état de décomposition avancé mais stable. L'autre, près d'un passage, semblait légèrement différent. Peut-être que le simple fait de l'avoir déplacé avait introduit de l'oxygène frais entre ces pages, accélérant légèrement l'oxydation. C'était une science incroyablement subtile, presque intuitive, mais son expertise lui donnait une confiance croissante. Elle pouvait littéralement sentir le passage du temps et les perturbations dans son flux. Sa piste la mena hors de l'immeuble d'habitation et dans la rue. Naviguer à l'extérieur était un nouveau défi. L'acoustique était différente, le son ne revenant pas en écho. Les textures du sol changeaient constamment, passant de l'asphalte fissuré à la terre et à la végétation sauvage qui avait repris ses droits. Elle devait se déplacer avec une extrême prudence, utilisant un long morceau de métal comme une canne d'aveugle pour sonder le terrain devant elle. Elle continua à chercher des indices papier. Elle trouva une vieille affiche de propagande soviétique, à moitié décollée d'un mur. La partie qui avait été exposée au soleil et à la pluie était presque entièrement blanche, l'encre rouge ayant été complètement effacée par les rayons UV et le délavage. Mais la partie qui était restée collée au mur avait conservé une partie de sa couleur. En comparant les deux, elle pouvait estimer l'âge de la perturbation. Cette affiche avait été arrachée il y a des années. Ce n'était pas sa piste. Elle continua, se dirigeant instinctivement vers le centre de la ville, là où l'activité humaine, même clandestine, était la plus probable. Elle arriva sur la place centrale, un immense espace ouvert qu'elle reconnut à l'écho de ses pas et au changement de la direction du vent. Au milieu de la place, elle trouva ce qu'elle cherchait. Un tas de vieux documents, manifestement sortis d'un bâtiment administratif voisin et fouillés récemment. Les papiers étaient dispersés, certains plus exposés au vent et à l'humidité que d'autres. Elle s'agenouilla et commença son analyse. Elle pouvait sentir que certains papiers avaient été retournés il y a quelques jours, peut-être une semaine. D'autres, en dessous, n'avaient pas été touchés depuis des décennies. C'était la preuve définitive. Des gens étaient ici. Récemment. Des pilleurs, très probablement. Mais des pilleurs utilisaient des chemins. Et un chemin utilisé par des pilleurs était un chemin qui menait quelque part. Un chemin qui menait hors de la zone. La piste des pilleurs était son fil d'Ariane, une ligne de vie fragile dans un monde mort. Et Lara comprit que pour suivre ses visiteurs récents, elle devait penser comme eux, anticiper leurs mouvements. Ils n'emprunteraient pas les chemins les plus dangereux ou les plus exposés aux radiations. Ils suivraient les itinéraires les plus logiques, les plus directs, ceux qui offraient le plus de récompenses potentielles pour le moins de risques. Sa recherche changea à nouveau. Elle ne se contentait plus de suivre des signes de perturbation. Elle cherchait des bibliothèques de choix, des lieux où les pilleurs auraient probablement concentré leurs efforts. Elle se dirigea vers le grand magasin Univermag, un bâtiment emblématique de Pripyat qu'elle avait étudié sur les plans. Elle savait que c'était une cible de choix pour quiconque cherchait des objets de valeur ou des souvenirs de l'ère soviétique. À l'intérieur, le chaos était indescriptible. Des étagères renversées, des marchandises éparpillées, du verre brisé partout qui crissait sous ses pieds. Mais pour Elara, c'était une mine d'informations, une bibliothèque de la perturbation. Elle trouva le rayon des livres et des articles de papeterie. C'était un trésor. Des piles de cahiers, de bloc-notes, de calendriers, tous de la même marque, du même lot de production, fabriqués dans la même usine de papier. C'était un laboratoire de contrôle parfait, une expérience de décomposition à grande échelle. Elle commença son travail d'analyse comparative. Elle prit des échantillons de différents endroits du magasin. Les cahiers près de l'entrée principale, exposés à un courant d'air constant, étaient secs et cassants. Ceux au fond du magasin, dans une zone plus humide près d'une fuite d'eau, étaient mous et sentaient le moisi. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'étaient les anomalies, les ruptures dans la logique de la décomposition. Elle trouva une pile de livres près d'une sortie de secours à l'arrière du bâtiment. Le livre du dessus était nettement plus dégradé que ceux du dessous, mais pas par l'humidité. Il était couvert d'une fine couche de poussière radioactive plus active, qu'elle pouvait presque sentir comme une chaleur subtile et inquiétante sur sa peau. Cela signifiait que ce livre avait été récemment exposé à une source de radiation plus forte, probablement ramenée de l'extérieur par les bottes de quelqu'un qui était passé par cette porte. La sortie de secours. C'était le chemin. Elle franchit la porte et se retrouva dans une ruelle étroite. Ici, le chemin était plus clair. Il y avait moins de débris, le sol était plus tassé. Elle trouva même un emballage de barres de chocolat moderne, un anachronisme qui lui confirma qu'elle était sur la bonne voie. Elle continua,
se déplaçant d'un point de lecture à un autre. Un kiosque à journaux abandonné lui permit de confirmer la direction du vent dominant et donc le chemin le moins exposé aux retombées radioactives. Une vieille bibliothèque scolaire lui offrit un autre laboratoire de comparaison. Elle pouvait maintenant dater une perturbation avec une précision surprenante. Un livre déplacé il y a une semaine n'avait pas la même sensation qu'un livre déplacé il y a un mois. Les fibres du papier, une fois exposées à un nouvel environnement, réagissaient de manière subtile mais mesurable pour ses doigts experts. Elle était devenue une sorte de médium, une femme qui pouvait communiquer avec les fantômes de papier, lisant dans leur silence l'histoire des vivants qui étaient passés par là. Chaque livre était un poteau indicateur, chaque journal une balise sur son chemin vers la sortie. Après ce qui lui sembla une éternité de marche lente et prudente, sa piste la mena à un obstacle majeur, une impasse apparente. Elle se trouva face à un mur. Pas un mur de briques ou de béton, mais un mur de débris. Un effondrement massif, probablement une conséquence de l'accident initial qui l'avait piégé, avait bloqué une rue entière, créant une montagne instable de poutres d'acier tordues, de plaques de béton et de carcasses de voitures. Le courant d'air, son fidèle guide, semblait s'arrêter ici, se diffusant dans le chaos. Le désespoir la saisit à nouveau, un sentiment froid et familier. Avait-elle fait tout ce chemin pour se retrouver face à une impasse infranchissable? Elle refusa d'abandonner. Elle commença à explorer la base du mur de débris, cherchant un passage, une faille, la moindre faiblesse. C'est alors que ses mains rencontrèrent quelque chose d'inattendu. Des milliers et des milliers de livres. L'effondrement avait éventré la bibliothèque municipale de Pripyat, déversant son contenu dans la rue. C'était une vision qu'elle aurait trouvée tragique et fascinante en d'autres circonstances. Aujourd'hui, c'était une opportunité, un puzzle à résoudre. Elle comprit que les pilleurs avaient dû faire face au même problème. Ils n'auraient pas escaladé cette structure instable et dangereuse. Ils auraient cherché un moyen de la contourner ou de la traverser. Et cette bibliothèque de débris pouvait lui donner la réponse. Elle commença l'analyse la plus complexe de sa vie. Elle ne se contenta pas de chercher des signes de perturbation. Elle chercha des schémas, des gradients de décomposition. Elle passa des heures à prélever des dizaines d'échantillons de livres à différents endroits du tas de débris. Elle les lisait avec ses doigts, évaluant leur niveau de dégradation, leur humidité, leur fragilité. Elle commença à construire une carte tridimensionnelle de la décomposition. Les livres au cœur du tas, protégés de l'air et de l'humidité, étaient remarquablement conservés, leur papier encore souple. Ceux à la surface, exposés aux éléments, étaient très dégradés, presque réduits en bouillie. Mais il y avait des anomalies. Elle trouva une zone sur le côté gauche du mur de débris où les livres étaient uniformément plus humides et plus moisis que dans les zones environnantes. Cela indiquait une source d'humidité constante, probablement une canalisation d'eau brisée sous les décombres. C'était une zone à éviter, probablement instable. Sur le côté droit, cependant, elle trouva quelque chose de fascinant. Une ligne de livres qui étaient tous légèrement plus secs et plus cassants que leurs voisins. C'était subtil, mais répétitif. C'était un chemin. Le passage répété des pilleurs avait créé un léger tunnel à travers les débris, un passage qui permettait à un courant d'air plus sec de circuler. Ce courant d'air avait légèrement modifié l'état de décomposition des livres le long de son trajet. C'était une signature, une trace invisible pour les yeux, mais parfaitement lisible pour ses doigts. Elle avait trouvé le passage. C'était un tunnel étroit, bas et probablement dangereux, mais c'était un chemin. Elle prit une profonde inspiration et commença à ramper dans l'obscurité, guidée par la texture des livres, suivant le fil d'Ariane de papier à travers la montagne de ruines. Le passage à travers le mur de livres fut l'épreuve la plus terrifiante de son périple. C'était une naissance inversée, un retour à travers une matrice de savoir en décomposition. Elle rampait dans un tunnel étroit, entouré de livres instables et de débris qui menaçaient de s'effondrer à tout moment. L'air était confiné, sentant la moisissure, la poussière et le papier en décomposition. Plusieurs fois, elle dut s'arrêter, retenant sa respiration, lorsqu'elle entendit un craquement menaçant au-dessus d'elle. Mais elle continua, guidée par la sensation du papier plus sec sous ses doigts, une texture qui était devenue sa seule réalité, sa seule promesse. Après ce qui lui parut une éternité, elle sentit le tunnel s'élargir et déboucha de l'autre côté du mur de débris. Elle était passée. Le courant d'air ici était plus fort, plus frais, et il portait une odeur nouvelle, une odeur de pin, de terre humide et de rivière. L'odeur de la vie. Elle savait qu'elle était proche. Elle suivit le courant d'air, qui la mena hors de la ville construite, vers la forêt qui avait commencé à reconquérir Pripyat. Elle marchait maintenant sur un sol de terre et de feuilles mortes. Le silence n'était plus total. Elle pouvait entendre le bruissement du vent dans les arbres, le chant lointain d'un oiseau, le coassement d'une grenouille. Ces sons, si banals autrefois, étaient la plus belle musique qu'elle ait jamais entendue.
Sa piste de papier s'arrêta ici. Les pilleurs avaient probablement rejoint un véhicule sur une route forestière. Mais elle n'en avait plus besoin. Elle avait le vent. Elle le suivit, marchant pendant encore 1 heure, peut-être 2, sa cheville la faisant terriblement souffrir, mais son esprit rempli d'une nouvelle force. Puis, elle entendit un nouveau son. Un son mécanique. Le bruit d'un moteur. Elle se figea, écoutant. Le son se rapprochait. C'était un camion. Elle se mit à crier, de toutes ses forces, un cri rauque et désespéré qui déchira le silence de la forêt. Le camion ralentit, puis s'arrêta. Elle entendit des portières claquer, des voix d'hommes parlant en ukrainien. Elle cria à nouveau, agitant les bras, même si elle ne voyait rien. Des faisceaux de lampes de poche balayèrent la forêt et la trouvèrent. La lumière, après des jours d'obscurité totale, fut une douleur aveuglante, une agression physique. Elle leva une main pour se protéger les yeux. Les 2 hommes, des gardes-frontières en patrouille, la regardèrent avec une stupéfaction totale. Ils voyaient une femme à garde, couverte de poussière et de crasse, ses vêtements en lambeaux, mais vivante, seule, au cœur de la zone d'exclusion. Plus tard, à l'hôpital, personne ne pouvait comprendre comment elle avait survécu, comment elle avait navigué dans la ville fantôme sans lumière, sans carte, sans rien. Elle essaya d'expliquer, de parler de la décomposition du papier, des courants d'air, de la manière dont elle avait lu l'histoire silencieuse de la ville. Il la regardait avec pitié, pensant qu'elle délirait, que le traumatisme avait affecté son esprit. Mais Elara savait. Elle avait survécu non pas malgré son obsession pour les livres morts, mais grâce à elle. Elle avait lu la dernière page de la bibliothèque de Pripyat, et cette page était la sienne.